Deuxième passage pour vous parler cette fois-ci du Bitcoin. Alors Bitcoin, sky is the limit, vous avez vu la croissance sur les derniers mois. Vous allez me dire que si vous suivez beaucoup l'actualité, on va plutôt parler de décroissance depuis les quelques derniers jours. Mais on va voir que dans tous les cas, ça reste quand même un sujet d'intérêt fort pour les cybercriminels. Alors justement, je parlais du cours. Même si on est dans une phase de décroissance, on a eu une phase d'envolée absolument énorme. Donc, par contre, je tiens à le préciser, tous les impacts mentionnés dans cette présentation le sont en dollars au cours du jour où l'incident a été déclaré. Parce que sinon, je n'arrêtais pas de mettre à jour la présentation et c'était quand même un petit peu compliqué. Mais bon, en tout cas, cette explosion du cours du Bitcoin sur l'année dernière, elle a amené aussi une explosion de l'intérêt des cybercriminels pour ces crypto-monnaies. Et ça, sur toute la chaîne fonctionnelle du Bitcoin. Alors on va la parcourir ensemble, cette chaîne du Bitcoin, et vous savez qu'elle démarre par le minage. Donc, le minage, c'est cette opération qui consiste finalement à valider les transactions financières qui ont lieu entre deux personnes, et au moment où il y a validation de cette transaction, eh bien, ça coûte de l'énergie, donc c'est récompensé finalement par un paiement qui s'effectue lui aussi en Bitcoin. Je l'ai simplifié à l'extrême, les puristes me pardonneront, mais l'idée c'est ça. Il y a eu un cas emblématique qui a touché les mineurs l'année dernière, c'est celui qui a conduit à une perte de 64 millions de dollars pour la société qui s'appelle NiceHash. NiceHash, en fait, c'est un intermédiaire, une plateforme qui met en relation des personnes qui ont de la puissance informatique à disposition et des personnes qui veulent finalement valider des transactions avec des bitcoins. Donc cette société elle propose un petit client que vous installez, que vous voyez ici en haut, que vous pouvez lancer, et puis vous la laissez tourner, et puis derrière vous recevez des paiements. Et donc cet intermédiaire, finalement, qui concentrait beaucoup d'attention sur lui, parce qu'il rendait cette opération de minage aussi beaucoup plus simple, mais a été victime d'une intrusion avancée sur ses serveurs, et c'est 4700 bitcoins qui ont été dérobés. Alors derrière ce cas, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'interrogations, parce que cette affaire a permis aussi de découvrir que le CTO, le Chief Technological Officer de la société NiceHash, n'est ni plus ni moins que l'un des fondateurs et une des personnes très actives du forum de cybercriminels Darkcode. Voilà, donc on voit que ces mondes-là sont quand même aussi très en proximité. Donc les mineurs sont touchés, mais aussi les plateformes, les fameuses plateformes d'échange où finalement on va échanger des euros contre des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies, et puis les plateformes qui font aussi des levées de fonds via des crypto-monnaies, ce qu'on appelle les Initial Coin Offering, les fameuses ICO dont vous avez entendu parler l'année dernière. Ces plateformes, elles ont été touchées par des attaques qui peuvent être parfois extrêmement avancées. Vous avez le cas de Zcoin, où finalement quelqu'un a analysé en profondeur le fonctionnement des algorithmes, comment est-ce que le fonctionnement interne finalement de cette crypto-monnaie, et qui a réussi à rejouer une preuve de transaction, donc à jouer 2 fois la même transaction, tout ça parce qu'il y avait un bug de 1 caractère dans le code source qui était passé à travers les mailles de la vérification, pénalité 600 000 $. Même cas chez Parity, qui est une plateforme qui permet d'avoir des portefeuilles Bitcoin qui soient multisignés, c'est-à-dire que pour que de l'argent sorte, vous devez être plusieurs à dire oui, je suis d'accord. Et bien là, à nouveau, il y a eu une faille extrêmement complexe qui était passée dans les mailles de la vérification. Il y avait plus de 30 personnes spécialisées dans le domaine qui avaient revu les codes sources associés avec ces smart contracts, en fait, ces logiciels qui fonctionnent dans la blockchain, et donc qui ont réussi, eux, à voler plus de 30 millions de dollars. Alors cette faille, en plus, elle était utilisée dans beaucoup d'autres portefeuilles qui étaient lancés, mais un groupe de white hat, donc plutôt de hackers avec une philosophie bienveillante, se sont empressés de subtiliser l'argent dans les autres portefeuilles pour les mettre de côté et les rendre aux personnes qui étaient concernées. Il y a une estimation qui est de dire qu'à peu près 140 millions de dollars ont été sauvés dans cette opération. On voit qu'il peut y avoir du mauvais, mais il y a aussi parfois un peu du bon. Mais ce qu'on retiendra, c'est quand même qu'il y a aussi des attaques extrêmement simples. Typiquement, vous aviez CoinDash qui a décidé donc de faire sa levée de fonds. Donc quand vous faites une levée de fonds dans le monde du Bitcoin, vous lancez un site web, très simple, classique, vous expliquez pourquoi votre structure, votre solution, votre nouvelle monnaie est particulièrement intéressante, et vous mettez l'adresse où vous pouvez recevoir des paiements. Le seul problème, c'est que leur site web a été piraté, et que les attaquants ont changé de manière aléatoire l'adresse sur laquelle il fallait réaliser les paiements. Parfois, ils laissaient la bonne,
parfois ils mettaient la leur. Et donc ça, au final, ça a amené à, certes, 6,4 millions de dollars qui ont pu être collectés pour CoinDash, mais en même temps, 7 millions de dollars ont été siphonnés par les cybercriminels. Donc là, on voit qu'on est sur une faille extrêmement simple d'une plateforme web. Encore peut-être plus simple, c'est Enigma, une autre plateforme qui se lançait par une équipe du MIT, et c'est son CEO, son directeur général, qui avait un mot de passe. Ce mot de passe avait déjà été compromis lors de failles précédentes et était présente dans les failles, les méga failles type LinkedIn, Yahoo, etc. Manque de bol, il l'avait réutilisé pour son compte mail, pour le compte Slack, pour le site web d'Enigma. Là, vous admettrez, il n'y a pas besoin d'être un expert en crypto-monnaie, en cryptographie, en analyse, en rétro-ingénierie de code source. Et là, ça leur a coûté 500 000 $. Voilà, donc on voit que même si on a une technologie qui, certes, est solide sur la base, sur ces algorithmes et la cryptographie qui est derrière, c'est toujours les interfaces et la manière dont on va interagir avec elles qui, elle, peut être très fragile. Dernier élément de cette chaîne fonctionnelle, c'est les utilisateurs. Peut-être vous dans la salle qui avez un portefeuille avec dedans un certain nombre de bitcoins. Et donc c'est ces logiciels que vous pouvez installer sur votre PC, sur votre smartphone. Ça, les cybercriminels l'ont bien compris, parce que si vous perdez le contrôle de votre portefeuille, c'est comme dans la vie réelle, vous perdez votre argent. Donc de très nombreux cybercriminels, et ça c'est pas forcément nouveau, mais on a vu une explosion encore plus en 2017, ont lancé des codes malveillants qui vont sur les ordinateurs essayer de voler l'accès à ces différents portefeuilles. Il y en a des très pointus, on retrouve des logiques de Trojan comme il y a des Trojanes bancaires, etc. Puis on a quelque chose d'extrêmement simple, c'est le dernier, Crypto Shuffler. Parce que vous savez, quand vous faites un paiement en Bitcoin, souvent pour faire le paiement, la référence du compte, entre guillemets, je fais simple, est une chaîne de caractères très longue, qu'on n'arrive pas à mémoriser. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la copie et on la colle quelque part. Eh bien, ce malware, il était spécialisé dans la détection du fait qu'on était en train de copier-coller une adresse, et il remplaçait l'adresse de destination par la sienne, ce qui était, somme toute, assez efficace et assez simple, à nouveau, à mettre en œuvre. Donc on voit ça, mais ce qu'on a vu, peut-être la vraie nouveauté de 2017, c'est de devenir mineur à son insu. Peut-être que vous ne le savez pas, mais peut-être que vous tous dans la salle, votre puissance informatique a été détournée en 2017. À un moment, vous étiez sur un site web, et puis votre ordinateur s'est mis à ramer, ça chauffait, ça tournait sans arrêt. Eh bien, peut-être que vous étiez en train de visiter un site web qui avait mis un logiciel de minage dans son site web, et donc votre navigateur l'exécutait. Et donc, à votre insu, vous étiez en train de générer de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est arrivé parce qu'une société, CoinHive, a développé un outil en JavaScript très simple qui s'intègre facilement comme un module dans un site web. Il y a des côtés positifs parce que là, il y a toute une partie de discussion qui est de dire que ce logiciel, finalement, pourrait peut-être remplacer la publicité sur les sites web. Parce que finalement, un site web doit bien être rémunéré pour le service qu'il rend. Il peut être rémunéré en affichant des publicités ou il peut être rémunéré en lui confiant un peu de notre puissance informatique. Pourquoi pas? Par contre, là, les cybercriminels ont vu beaucoup d'intérêt en piratant un certain nombre de sites web et en intégrant finalement ce code source à l'insu des propriétaires du site web pour détourner la puissance informatique des visiteurs. Donc on verra ce que ça donne en 2018, mais clairement, cette facilité d'intégration fait que le risque de se continuer en 2018. Mais en 2018, il y a peut-être une autre tendance, parce qu'on parle beaucoup de crypto-monnaie, on est dans le virtuel, etc. Il y a un cas qui s'est passé le soir du 4 novembre 2017, donc c'était il n'y a vraiment pas longtemps. Quelqu'un qui avait rendez-vous avec un proche. Ce proche insiste en particulier pour le mettre dans un taxi pour le raccompagner chez lui. Mais qui est-ce qui était dans ce taxi? Il y avait un complice qui a menacé la victime avec une arme à feu et qui lui a volé son téléphone et son portefeuille et la clé de son appartement. Et pourquoi donc? Eh bien pour que le proche de la victime puisse aller chez lui. Avec le téléphone, il avait les codes pour se loguer sur le site web. Avec la clé, il a pu rentrer dans l'appartement et utiliser la machine. Et il lui a détourné 1,8 million d'Ethereum. Voilà. Et donc on voit que le fait de parfois peut-être mettre en avant le fait qu'on a telle ou telle monnaie avec l'explosion du cours et l'explosion de la valeur monétaire derrière peut amener des risques qui ne sont plus des risques vraiment virtuels mais bien des risques réels. Et c'est le procureur du district de New York qui nous le dit bien, ne fanfaronnez pas sur les réseaux sociaux lorsque vous avez de la crypto-monnaie. Voilà, j'ai été rapide, mais ce que j'avais à vous dire sur le sujet.